Oui, je disais donc à propos de Technique et Culture qu'on avait fait plusieurs tentatives, je dirais, d'écriture alternative, essayer de réfléchir de différentes façons à comment raconter au mieux le terrain pour les enquêtés, pour les personnes chez lesquelles on est allé enquêter, avec lesquelles on a vécu, pour leur restituer d'une façon ou d'une autre plus simple que dans nos façons d'écrire la science, autrement le savoir, et puis aussi pour un plus grand public, dans la mesure où on était réellement dans des perspectives d'une revue interdisciplinaire. Donc qui dit interdisciplinaire dit aussi qualité d'évaluation et diversité des façons de faire, et donc c'est plus compliqué que quand on est dans une seule discipline, où on gère mieux, je dirais, le niveau d'information, le niveau de contenu, le style, etc. Ça, c'était un des vrais enjeux. Et donc, on a avec Pierre-Olivier Dittmar, avec Pierre Lemonnier, avec d'autres collègues du MUSEM à Marseille, du Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, où je mène mon enseignement depuis plusieurs années, on a essayé de faire ce type-là je dirais, de workshop. Maintenant, ça va faire 8 ans qu'on mène des workshops tous les ans. Ça s'appelle Une autre façon de raconter, sur le modèle de John Berger, où je mets ensemble des dessinateurs, des photographes, des cinéastes, des chercheurs, des conservateurs de musées, qui n'ont pas les mêmes finalités que des gens qui font de la recherche fondamentale ou des gens qui font de la recherche appliquée, des éditeurs. J'ai invité plusieurs éditeurs de revues. Tout à l'heure, je parlais d'Antoine de Saint-Exupéry, qui est venu parler de l'expérience de 21 et de 6 mois, et de comment son travail sur l'enquête qu'il a menée sur les crimes commis au Rwanda ont pu être exprimés autrement par la bande dessinée, par exemple. Donc on a fait intervenir beaucoup de gens sur je dirais, leur expérience. Aussi, je pense aussi à Thierry Smolderen, qui est professeur à Angoulême, à l'école des arts et de la BD et de la communication, qui lui nous a parlé de la scénarisation. Je pense par exemple que les storyboards qui sont utilisés dans le cinéma sont une façon de mettre en découpage des récits, en les stylisant à l'extrême pour préparer un film, mais qui sont très importants pour l'anthropologue. Ça nous permet, et pour l'apprenti anthropologue, c'est-à-dire je pense que tous les étudiants en anthropologie devraient suivre des enseignements sur la façon dont on construit un storyboard. Parce que d'une certaine façon, c'est comment rationaliser, comment mettre en récit un raisonnement, une pensée, et l'organiser dans quelque chose qui est lisible par un public. Et pour faire science, on s'est privé de ce genre de ressources narratives. Alors la science est très efficace. On sait lire Nature, on sait lire Science, on sait lire ce genre de revue où il y a une intro, les données, les questions, l'analyse, la discussion, la conclusion. Mais c'est d'une pauvreté insigne quand on doit rendre compte des émotions, du terrain, de l'expérience réflexive du chercheur sur le terrain, etc. Donc les récits BD qui peuvent être, je pense à Daniel Cloves par exemple, un auteur américain, qui raconte de façon polyphonique dans ses bandes dessinées la vie d'un jeune Américain. Et il y a plusieurs personnes qui témoignent dans 3 cases différentes de ce qu'est une autre personne. Et donc on va avoir de façon parallèle et simultanée une mise en récit qui nous donne 3 points de vue différents d'un seul coup. Visuellement, on peut le comprendre.
On peut jouer avec le temps, avec la temporalité, on peut jouer avec beaucoup de choses. Donc les ressources du récit dessiné ou du récit cinématographique sont très puissantes et sont sous-exploitées dans le secteur des sciences humaines. Ça commence à venir. Il y a des thèses qui se font sur le sujet, mais où ça coince, pour le dire simplement, c'est que d'un côté, on sait éditer de la science, de l'autre côté, c'est des éditeurs publics, puis, ou privés, mais très, très puissants, et de l'autre côté, on a des éditeurs privés qui font généralement de la fiction et qui font de la bande dessinée. Et la combinaison et l'articulation des deux ne va pas très bien. Et on n'a pas encore trouvé la bonne formule. Je pense par exemple à l'éditeur Casterman, qui édite aussi des bandes dessinées de sciences humaines, ou à la revue dessinée. Donc dans un cas, les tons sont très journalistiques et ne rendent pas assez compte de la finesse de la recherche. Ce n'est pas forcément le bon modèle. Et puis de l'autre côté, bien souvent, d'un côté, il y a le chercheur qui fait sa thèse et qui fait sa recherche, et puis après, on a le dessinateur qui vient illustrer le travail. Moi, j'ai décidé d'inverser, en fait, dans une autre façon de raconter. C'est-à-dire d'aller chercher les dessinateurs de BD et de les inviter à venir travailler avec le chercheur sur le même terrain. Parce qu'on n'a pas le même type de savoir, on n'a pas le même type de savoir-faire, on n'a pas le même type d'intelligence. L'intelligence analytique du chercheur, ce n'est pas l'intelligence graphique et formelle du dessinateur. Donc pour restituer les gestes, les mouvements, la pensée, les espaces entre les personnes, je vais l'écrire, je vais le photographier, je vais l'analyser quantitativement, métriquement parlant. Le dessinateur, on va en donner un autre sens. Il va voir d'autres choses, il va les restituer autrement. Et tout ça, ça peut être mis dans des récits. Récits scientifiques ou en rester simplement à la documentation. Parce que tout ne doit pas être mis en récit. Aujourd'hui, il y a un petit vent d'enthousiasme et de folie autour de la mise en récit, comme si c'était la solution à tout. Non, parfois, on peut décrire simplement. Et déjà, soyons un peu humbles, décrivons le terrain, documentons le terrain. Si je dis ça, c'est parce que j'aimerais évoquer aussi ce qui se fait depuis très longtemps et ce que nous a appris André Leroi-Gourhan. André Leroi-Gourhan est parti au Japon comme étudiant en 1937 pour faire une thèse sur l'histoire rurale et des traditions au Japon. Donc il était un des premiers boursiers français à partir au Japon. Ils étaient deux, il y en a un qui était en histoire de l'art et lui. Je ne me souviens plus le nom de l'autre étudiant, mais il est parti sur le bateau. Sur le bateau, il a appris le japonais, il maîtrisait déjà le chinois et d'autres langues. Il avait étudié les civilisations de l'Asie, il s'interrogeait sur des questions, je dirais, septentrionales, en ayant travaillé aussi sur les Esquimaux dans une première recherche. Il ne faut pas oublier qu'il a moins de 26 ans à cette époque-là, donc c'est encore un jeune chercheur, un très jeune chercheur, mais en grande partie formé par Marcel Mauss, mais aussi par Granet, aussi un homme assez autodidacte, qui avait certaines visées d'histoire des civilisations. Et il part au Japon et d'une certaine façon, il apprend énormément au Japon jusqu'à son retour en 1939. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dessine. Il écrit, il met au point un système de fiches, il documente. Et quand il documente, il prend aussi des photos. Et avec sa femme, avec Arlette Leroi-Gourhan, ils prennent en photo toute leur situation de terrain. Et c'est une chose qui m'amuse beaucoup, mais quand je vois que nous gaussons des avantages de l'argentique et du fait qu'on traite à toute vitesse, parce qu'aujourd'hui on a du numérique et qu'on traite tout de suite, qu'on a tout de suite les images de façon spontanée, ben lui il faisait des photos tous les jours et tous les soirs il les développait. Et tous les soirs il les cataloguait et il faisait les fiches et il faisait les dessins d'objets et il faisait
son système de description mécanographique qui va être ensuite développé et informatisé à la fin des années 50. Il mettait au point sa technique d'enregistrement qui a, je dirais, amplement informé l'école d'anthropologie française et la technologie française. Donc le Roy-Gourhan du début dessine, et quand il va publier en 1943 et en 1945 Milieux et techniques, ces deux ouvrages sur les techniques, les 4/5 de l'ouvrage sont composés de dessins pris dans le Japon rural et dans toutes les techniques, dont toute sa vision des techniques, elle est dessinée, elle est prise au Japon. Et c'est quelque chose qui nous amène. Donc le dessin est un instrument de connaissance. Pas seul, il va être adossé à l'écriture, à la prise de notes, à la photographie, mais il permet de décrire et de préciser. Par exemple, il a beaucoup travaillé sur les émas, qui sont des ex-voto, petits ex-voto sur des plaquettes de bois, avec généralement une petite toiture comme une petite maison, et puis un animal représenté ou un sujet représenté, et il va les décrire. Mais il va décrire à la fois le contenu et la matière. Et le dessin lui permet de décrire comment c'est fait, de quoi c'est fait, et ce qu'il y a dedans en termes de contenu. C'est-à-dire que le Roy-Gourhan met au point un système descriptif qui désolidarise pas le contenu, la pensée, le discours du support. Les deux vont ensemble. Il ne nous le dit pas, ça. C'est moi qui le réinterprète et le reconstruis 80 ans après. Mais d'une certaine façon, on est nourri de ça, ceux qui sont passés par les chantiers de fouilles, par ces enseignements et autres. Moi, j'ai suivi ces enseignements au Collège de France, quand j'étais jeune étudiant, en 79, 80, 81, comme ceux de Lévi-Strauss. C'était une chance formidable pour les étudiants qui arrivaient à Paris. Ils avaient accès au Collège de France en auditeur libre aux plus grands chercheurs. Il y avait Roland Barthes, il y avait Duby, il y avait etc., etc. au Collège de France. Donc on avait tous ces chercheurs-là, on y allait, on ne tapait même pas à la porte, on s'installait, on essayait de trouver une place et on essayait de faire pas de bruit parce qu'on était débutants et on écoutait. Et on voyait le Roy-Gourhan, au fin fond de la salle, commencer à dessiner, commencer son cours toujours par un dessin. Il avait la craie, ça glissait. C'était l'époque, c'était à la fin de sa vie. Il avait la maladie de Parkinson, donc il n'était vraiment pas très vaillant et il tremblait beaucoup. Et il était comme ça sur l'écran, il faisait comme ça, il dessinait. Puis il était ambidextre, il prenait la craie comme ça, il continuait, il dessinait. Puis on voyait émerger une magnifique hermine. C'était l'hermine de telle grotte ou de telle grotte. C'était le profil du bison ou du bovidé de tel endroit. Sa pensée passait d'abord par la graphie. Et quand il va... Il ne l'a pas dit, mais une grande partie de ce qu'il nous transmet, c'est un savoir que lui-même a pris au quotidien de la pensée japonaise. Mon collègue Damien Kunig me faisait remarquer à quel point, qui est un spécialiste du Japon, faisait à quel point remarquer que sa notion d'esthétique fonctionnelle est aussi grandement empruntée directement au mouvement Menkei au Japon des années 20-30. Parce qu'il a fréquenté les acteurs de ce mouvement-là et de ce courant-là. Et comme le Roy-Gourhan ne cite pas beaucoup ses sources, il ne va pas forcément le dire. Donc une grande partie de l'anthropologie des techniques va être inspirée par le Roy-Gourhan. Il va parler du Japon, mais il ne va pas forcément dire en détail. Puis comme c'est un chercheur qui reconstruit sans arrêt, c'est-à-dire que quand il a épuisé un sujet, il va en développer un nouveau sur un autre thème et il va passer à un autre et il va passer à un autre. En gros, il n'est pas dans le cumulatif. Et sa carrière, c'est ça aussi en grande partie. Jusqu'au geste et la parole, jusqu'à l'art préhistorique, l'art des cavernes. Donc il y a plusieurs vies de le Roy-Gourhan. Et si je décès ça, c'est parce que voilà, cette influence du Japon, moi j'y suis venu autrement. Parce que quand j'étais étudiant
et que je découvrais la primatologie et l'importance de la primatologie au Muséum d'histoire naturelle, je suis tombé sur une revue qui s'appelle Primates, et cette revue, elle m'a énormément surpris. C'est une revue japonaise qui date des années 50 et qui est une revue qui est pilotée par des anthropologues et des primatologues, pas que des primatologues. Je n'ai pas bien compris, je me disais, qu'est-ce que cet objet bizarre que j'ai en main, où il y a un mélange comme ça. Et c'est comme ça que j'en suis venu à m'interroger et à lire beaucoup d'articles produits par la primatologie et l'anthropologie japonaise. Dès les années 80, j'ai regardé ça et je me suis rendu compte qu'il y avait une école particulière que je vais découvrir ensuite, qui est une école, qui est dite l'école de Kyoto, qui a été fondée par Imanishi. Et Imanishi, c'est un biologiste, spécialiste du comportement animal, qui a travaillé sur des invertébrés et qui, au sortir de la guerre, a fondé une école de recherche, l'école de Kyoto, qui est inspirée aussi par la philosophie de Watsuji et par l'école philosophique de Kyoto aussi, dans laquelle il n'y a pas la césure qu'il y a en Occident entre nature et culture. Les animaux et les humains ne sont pas séparés. Ils sont vus dans le même monde, dans les mêmes mondes. Ils sont en relation. Et ils s'interrogent non pas sur telle espèce, ils s'interrogent sur un monde animal, sur le monde de ces espèces-là. Et il va travailler sur les chevaux au sud du Japon, puis dans la fin des années 40, puis au début des années 50, 48 exactement, avec son équipe, avec ses premiers étudiants, avec Itani notamment, ils vont commencer à travailler sur les macaques du sud du Japon, sur une île, et pour observer les macaques, ils commencent à leur apporter des patates douces pour les nourrir, et ils se rendent compte qu'il y a des nouveaux comportements qui sont générés par l'arrivée de ces tubercules. Une femelle macaque va commencer à laver les patates douces pour leur enlever le sel, peut-être leur donner un goût de sel, etc. Et le sable, enlever le sable et lui donner un goût de sel. Et ils vont commencer à suivre comment ce comportement va se diffuser à ces petits et comment il va se diffuser au fil des années à l'ensemble du groupe. Et ils vont commencer à parler de protoculture. Les Japonais, en gros, se posent les mêmes questions que se posent en Occident sur les origines de la société humaine, sur les origines de la culture, sur les origines des tabous, sur les origines de la religion, etc., etc. Ils se posent ces questions-là, mais nous, où on va en Afrique ou en Asie interroger cette question-là en allant chercher les fossiles ou les sites archéologiques, eux vont le voir du côté des primates, en se posant les mêmes questions. Mais sans la césure nature-culture que nous avons nous. Donc en gros, ils vont avancer très vite sur des questions animales. Ils vont voir des choses qu'en Occident on ne voit pas. Et ils vont, à la fin des années 50, partir en Afrique. Dès 58, ils commencent à mener des missions en Afrique centrale sur les gorilles et les chimpanzés. Et ils vont développer des études de terrain sur les grands singes. Et si aujourd'hui, c'est les plus grands chercheurs et la plus grande école reconnue de primatologie, ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a une ancienneté, une vision de l'animal et de la nature qui est intégrative, qui est pas séquente, comme on peut l'avoir chez nous, et dans lesquels ils ont pataugé, ils ont eu des difficultés, mais ils se sont approchés au plus près des animaux. Ils s'en sont fait accepter. Et c'est ça aussi, je veux dire, une des découvertes. J'ai écrit un article il y a quelques années dans Gradiva sur une invention conceptuelle. C'est ça, c'est l'habituation. À la fin des années 50, au début des années 60, il y a un certain nombre de chercheurs, un peu hors normes, au Japon et en Occident, qui inventent une nouvelle façon d'entrer en relation avec les animaux. C'est Jane Goodall, c'est Birute Galdikas, c'est Diane Fossey pour les grands singes, c'est Itani, c'est Imanishi
et tous les chercheurs japonais qui vont suivre, c'est s'approcher des animaux plus près et s'en faire accepter progressivement. Parce qu'ils peuvent fuir très loin, très vite, parce que nous sommes des éléments dangereux, potentiellement dangereux, parce que nous les gênons pour différentes raisons. Et eux vont bricoler au départ. Ils vont par exemple se dire, à Nairobi, ils ont récupéré un jeune chimpanzé, et ils pensent qu'en amenant le petit chimpanzé au milieu du groupe de chimpanzés sauvages, les chimpanzés sauvages vont comprendre qu'ils sont gentils avec le petit chimpanzé et vont finir par l'accepter, par les accepter. Bah non, ça ne marche pas. Après, il y a du nourrissage artificiel, ce qui va être fait par Jane Goodall. Mais c'est le temps qui permet l'habituation. J'ai une de mes doctorantes, Frédéric Jakowski, qui a travaillé à laquelle j'avais demandé de travailler là-dessus. Elle a fait sa thèse là-dessus, sur la façon dont on est accepté par un groupe de babouins. Donc on a travaillé en Côte d'Ivoire, en Guinée, en Afrique du Sud, sur 3 groupes de babouins dans 3 milieux différents, et la façon dont les babouins nous acceptent, et la rapidité avec laquelle on est accepté. Ça, c'est des inventions, je dirais, qui nous permettent de voir au plus près. Parce qu'autrement, les animaux, on ne les voyait que de loin, du haut du combi Volkswagen. C'est Shirley Strom qui raconte ça. Elle disait que ses collègues avant, ces mâles alpha qui faisaient la primatologie, ils étaient généralement à distance avec les jumelles. Et ils décrivaient à distance. Puis elle a eu le courage de descendre du combi Volkswagen. Et dans son livre Presque humain, Almost Human, elle raconte comment elle a été acceptée par le groupe, jusqu'à en devenir transparente, comme moi j'ai pu être transparent au sein des groupes de babouins que j'ai fréquentés au Kenya. On fait partie d'un tout, on est dans une société qui se déplace. Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Ils regardent par devers vous. Si les jeunes essaient d'interagir avec vous, bien entendu, on reste en retrait, on reste neutre, on essaie de ne pas répliquer afin de biaiser le moins possible les comportements. Bien entendu, il y a une perturbation. Mais d'une certaine façon, on devient membre du groupe, on est accepté. Et ça, c'est une expérience éthologique, mais d'une certaine façon, l'anthropologue qui, final, dans une société humaine, va devenir un père, ou va passer inaperçu d'une façon ou d'une autre, va être dans une altérité qui va être, je dis, réduite. C'est ça aussi le travail, c'est-à-dire d'utiliser des méthodes et puis d'une certaine façon, du fait qu'au fur et à mesure du temps, elles sont oubliées parce qu'il n'y a plus de danger et que la réaction va diminuant et parce que la confiance est là et parce que nos capacités de sapiens à gros cerveau et d'empathique et d'air prévalent sur tout le reste et sur les sentiments de crainte. Mais je reviens au Japon. 5 minutes. Eh bien, je vais essayer, pardon. Le Japon, ça a donné lieu aussi à plusieurs numéros de la revue Technique et Culture, et notamment celui qu'on est en train de faire à l'heure actuelle, qui s'appelle Waza on the Move, Waza en mouvement. La notion de Waza, c'est la notion de savoir-faire incarné, je dirais. C'est un mot japonais qui signifie le savoir-faire et sa transmission. C'est un mot qui est dans la langue courante, que nous, on a essayé d'utiliser aussi à des fins savantes. Parce qu'on utilise généralement le mot d'habileté, de savoir-faire, know-how. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a le savoir d'un côté et le faire d'un autre. Donc on sépare encore le mental du geste. Et l'intelligence, elle est autant dans la main que dans la tête. Dans toutes nos actions quotidiennes, elles sont situées, elles sont motrices, elles sont matérielles, elles sont praxiques. Et le Waza rend compte de ça. Et il y a quelques années, j'avais coordonné un livre avec Salvatore Donofrio, un collègue italien, qui s'appelait « Dire le savoir-faire ». Et on s'était interrogé justement sur les mots du faire. Et dans beaucoup de cultures humaines, il n'y a pas les mots pour désigner l'habileté. Ils sont là. Il y a l'habileté, mais il n'y a pas le mot qui le désigne. Et dans quelques cultures, il y a les mots.
Et avec le Japon, on a travaillé là-dessus, en partenariat avec l'université de Seika, qui est une université à Kyoto. Donc avec l'université de Kyoto et l'université Seika, on a travaillé sur cette chose-là qui est du papier. Les artisans japonais fabriquent traditionnellement du papier à partir d'un arbre, à partir du mûrier à papier, Broussonetia papyrifera, ou d'autres espèces, et ils produisent les meilleurs papiers du monde, qui sont des papiers dont on utilise pour faire les œuvres d'art, les calligraphies, et parfois même aussi des objets. Ça, c'est une boîte faite par les papetiers d'Echizen dans la région de Fukui, au Japon, que j'ai ramené à l'occasion pour une exposition, et qu'on a fait venir du Japon pour les montrer, mais malheureusement, ça a été le Covid, dont l'exposition s'est arrêtée. Elle existe en ligne aujourd'hui, mais là, la particularité, et ça poursuit un peu tout ce que je viens de raconter à propos du dessin, on a mené un terrain sur ce washi, sur cet art du papier, avec un dessinateur de BD japonais, Itsuo Horiguchi, en partenariat avec l'université de Seika. Et le dessinateur est venu. Et il a fait des grands mangas qui vont nous servir pour un catalogue et qu'on a tiré en très grand format pour une exposition. Donc on a le terrain restitué en direct aussi par le dessinateur, sur des grandes planches qui attendent maintenant un lieu où être montrées. Mais voilà, on a mis en pratique les idées d'une autre façon de raconter, aussi en travaillant avec un mangaka, dans le cadre d'un projet que je décris comme anthropographique. C'est-à-dire que là, face à l'anthropologie, au logos de l'anthropologie, je propose le graphie qui permet, je dirais, d'essayer d'autres types de narration et de restitution, plus en finesse, plus en visuel du savoir et des cultures artisanales japonaises, mais c'est pareil pour les européennes ou les africaines avec lesquelles on travaille.